Yaorana, bienvenue dans votre édition de ce samedi 18 juillet. Tout de suite, les titres. Les indépendantistes basculent dans une crise ouverte. Après 3 heures de débat intense aujourd'hui, le Conseil fédéral du Tavini a validé le projet de faire tomber le gouvernement. En cas de réussite, le parti a choisi Anthony Géros pour succéder à l'actuel président du pays. Nous ferons le point complet ce soir. L'arrêté du pays réglementant le stationnement des bateaux sur l'île Sœur vient d'être annulé par le tribunal administratif pour vice de procédure. Une victoire pour l'association des voiliers de Polynésie. Et pour comprendre les conséquences de cette décision, nous recevons ce soir Arnaud Jordan, le président de l'association. Et puis nous irons à Ta'a. En cette période de vacances scolaires et de Heiva, l'île Vani enregistre une très forte affluence touristique. Une bouffée d'oxygène majeure pour les commerçants et les prestataires locaux qui profitent à plein de cette haute saison. Reportage au cœur de ce rush de juillet à la fin de ce journal. Coup de tonnerre politique, ce samedi, le Conseil fédéral du Tavini Huira Atira a validé le principe d'une motion de défiance contre le gouvernement de Moetai Broderson et désigne Anthony Géros pour le succéder. Reste à obtenir une majorité d'élus à Taraheuil. On fait le point avec Mereteato et Matai Horei. Et avancer actuellement en laissant ce gouvernement en place, c'est le chaos. Le Tavini Huira Atira franchit une nouvelle étape dans la crise politique qui secoue le camp indépendantiste. Réunis pendant près de 3 heures, les membres du Conseil fédéral ont validé à l'unanimité le principe d'une motion de défiance contre le gouvernement de Moetai Broderson. On s'est réunis mercredi soir avec notre président, le comité directeur et le président, et on a pris la décision de renverser ce gouvernement. Donc on ne pouvait pas le faire tout seul. Il fallait ramener ça à la base. Dans la foulée, le Conseil fédéral a également choisi son candidat pour succéder à Moetai Broderson en cas d'adoption d'une motion de défiance, Anthony Géros. Voilà pour les intentions, mais la réalité est tout autre. Le Tavini ne compte actuellement que 21 élus dans l'hémicycle. Il lui faut convaincre 14 autres élus de soutenir ce projet de renversement, car une motion n'est adoptée que si 3/5 des élus la votent. Nous n'avons plus la majorité absolue, parce qu'il faut 19 signatures pour déposer, engager une motion de défiance, et 35 voix pour faire adopter la motion. Bien évidemment, il faudra se concerter avec les élus du Tapura, les élus de Ahip et les non-inscrits pour qu'on puisse former un gouvernement d'ensemble pour travailler pour ce pays. Pour Anthony Géros, un renversement du gouvernement ne peut toutefois pas se limiter à un changement d'équipe. Avant toute motion, il estime indispensable de construire un accord politique avec les futurs partenaires. Que renverser, c'est facile, il faut des voix, mais pour faire quoi? Donc si c'est un renversement d'un parti majoritaire, il n'y a aucun problème, parce que les fondamentaux sont là. Mais là, c'est un renversement de parti de coalition. Donc il faut entendre les complaintes ou les propositions faites par l'autre partie de la coalition et puis proposer ce que nous on souhaite. Et puis ensuite, une fois qu'on tombe d'accord sur les éléments essentiels qui puissent permettre un vote consensuel, on présente à ce moment-là la motion de défiance. Cette décision ne fait toutefois pas l'unanimité au sein des Bleus. Certains redoutent que l'initiative d'une motion de défiance fragilise davantage encore le camp indépendantiste. C'est un parti démocratique, donc je vais suivre la vie du parti, mais j'ai donné mon avis. C'est la majorité qui décide. Moi, j'étais plus pour un travail commun pour le reste de la mandature entre le gouvernement, l'Assemblée et le parti. Maintenant, le Conseil fédéral a décidé autrement. Donc moi, j'espère toujours qu'ils ne vont pas réussir à rassembler le nombre de voix nécessaires pour la motion de défiance.
De son côté, Moetai Broderson dénonce sur les réseaux sociaux un mercato politicien et affirme que cette tentative de renversement ne servirait pas l'intérêt des Polynésiens, mais uniquement celui du Tavini. Du sport et de la culture à la presqu'île à présent. Après plusieurs années d'absence, le Heivava'a de Tayarap Ouest a repris ses droits ce week-end sur le plan d'eau de Pu'eu. Une rencontre intercommunale lancée par le club Pu'eu Nuiva'a qui rassemble toutes les générations de rameurs. Un signal fort pour la jeunesse. Voyez ces images de Heiroatuahu. C'est une renaissance que les passionnés de rame attendaient avec impatience. À Pu'eu, le lagon a vibré au rythme des coups de pagaie pour le grand retour du Heiva de Tayarap Ouest. C'est une journée rencontre intercommunale de Faoné jusqu'à Tautira. Et en fait, c'est la commune de Terre-Ouest. Toutes catégories confondues, on frôle à peu près plus de 20 équipages en V6. Voilà, de junior à vétéran. C'est les 4 sections de communes. C'est pour faire sortir les jeunes de chez eux et en fait sortir aussi de la drogue, tout ça, c'est mieux. Faire bouger la jeunesse et l'éloigner des dérives, le message est clair. Mais sur l'eau, l'esprit de compétition reprend vite le dessus. Les 4 sections de la commune se sont affrontées dans un très beau combat. C'était super, très belle course. Il y avait du mauve, c'était super. Tu t'es préparé exprès pour ? Non, pas forcément. Bon, habituellement, je m'entraîne, voilà, en équipe, puis en V1 aussi. Mais sinon, non, pas spécifiquement. Voilà, on a tout donné. C'est quoi qui t'a donné envie de participer au jeu ? Mais l'entraide, le sport, le VAR, c'est la vie. Hein. Non, c'était super. On m'avait contacté et tout pour compléter une équipe et tout. Voilà, c'était super. Tout s'il fait beau, voilà. Une reprise réussie sous le soleil de la presqu'île. Paris gagné pour le club organisateur qui compte bien réinstaller durablement ce rendez-vous incontournable au calendrier des festivités de juillet. Justice, le dossier du mouillage à Moorea rebondit. Mercredi, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du pays qui réglementait le stationnement des bateaux sur l'île Sœur. Un vice de procédure pointé par la juridiction après le recours déposé par l'association des voiliers de Polynésie. Et pour évoquer ce sujet, nous recevons sur notre plateau Arnaud Jordan, le président de l'association des voiliers en Polynésie française. Yaurana. Yaurana Vaimiti. Alors pourquoi avoir attaqué cet arrêté en justice et qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui pour vous ? Alors on a attaqué cet arrêté parce qu'il était trop restrictif. Au bout d'un moment, on possède un voilier, on ne peut plus aller à Moorea, ça devient compliqué. Donc l'arrêté était même plus restrictif que le PGEM qui lui-même avait déjà été retoqué. Donc au bout d'un moment, tout simplement la décision de justice, c'est de dire mettons-nous autour d'une table avec le port autonome, le pays, l'État s'il le faut. Catherine Chabot, qu'on a rencontrée récemment, était assez ouverte à ce propos. Et discutons véritablement de ce qu'on peut faire. Oui, il y a beaucoup de voiliers, mais oui, c'est plutôt une chance plutôt que quelque chose qui est négatif. Le texte interdisait le mouillage hors des zones réglementées et imposait des quotas selon la taille des bateaux. En quoi ces critères posent problème selon vous ? Il n'y a pas de problème pour les zones de mouillage réglementées. On est assez d'accord pour la taille des zones, etc. En revanche, il y a des zones où c'est 0, alors qu'il y a actuellement 20 voiliers et en saison 30 voiliers. Je pense par exemple à la plage publique à Tayamanu, en face de la plage publique à Moorea. C'est une zone qui pose problème parce qu'elle est très fréquentée par les voiliers et aussi par d'autres prestataires touristiques. Donc il faut la partager, c'est sûr, mais au moins les voiliers qui étaient là ne sont pas nuisibles. Au contraire, ils permettent que la vitesse des prestataires touristiques ne soit pas extrêmement grande devant la plage publique. On se souvient d'un jeune Anglais qui était mort à cet endroit.
Alors justement, ça ressemble à quoi le quotidien aujourd'hui quand on vit ou qu'on voyage sur un voilier en Polynésie? C'est devenu si compliqué? Alors c'est devenu compliqué pour plusieurs raisons, mais c'est devenu compliqué à plusieurs niveaux. Il y a des voyageurs au long cours qui entrent en Polynésie, je les estime à environ 800 par an, et ces voyageurs vont tour à tour visiter les Marquises, puis les Tuamotu, puis les îles sous le vent, et repartir par Bora Bora. Mais c'est quelque chose qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, et ces touristes au long cours, c'est plutôt une chance que vraiment une nuisance. Maintenant, vu de la Terre, évidemment, on voudrait qu'il y en ait de moins en moins. Et si on demande aux maires de réglementer, à ce moment-là, on se trouve dans la position de dire j'en veux de moins en moins. Alors que c'est plutôt une chance. Alors pourquoi est-ce que c'est une chance? Ça rapporte environ entre 4 et 5 milliards par an. Un bateau qui arrive en Polynésie française, c'est un bateau qui est en très bon état et qui coûte entre 1 million ou 2 millions d'euros. Donc ces bateaux vont dépenser environ 10% de leur valeur chaque année. Et cette valeur peut être captée par les Polynésiens. Il y a des chantiers, il y a des marinas. Pour tout ce qui est entretien. Pour l'entretien et aussi pour rester, tout simplement. Si on veut rester à Punaouia, on doit ancrer dans des zones délimitées qui sont payantes. Donc c'est vraiment une chance, alors qu'on le voit comme une nuisance. C'est un des modes de déplacement les moins polluants du monde. C'est loin d'être aussi polluant qu'un avion, vraiment, et de très loin. On utilise le vent, pas de diesel. Vraiment, je me demande ce qu'on nous reproche. Alors pour vous, il y a trop de restrictions et pas assez de structures d'accueil. C'est ça finalement le fond du problème? Alors, il n'y a pas d'infrastructures adaptées. On a même réduit les infrastructures. Alors qu'il y a 10 ans, on avait ouvert avec des lois plus permissives. Je pense en particulier à la papétisation, qui est passée de 27% sur un bateau, qui est passé à 7%, ou entre 7 et 8. On a ouvert la porte, mais on n'a fait aucune infrastructure. Je prends l'exemple de l'aéroport. À l'aéroport, on avait 50 mouillages permis et payants. Et maintenant, on a encore 50 bateaux, toujours là, parce qu'on ne va pas les effacer d'un trait de plume, mais ils ne payent plus parce qu'on a enlevé les mouillages. Donc on enlève des infrastructures au lieu d'en construire. Ce serait vraiment, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faut vraiment augmenter les infrastructures de façon à pouvoir recevoir dignement ou agréablement la grande plaisance. Et là, je ne parle ni des charters, qui sont aussi tributaires des restrictions de mouillage, et je ne parle pas non plus des bateaux qui sont au Yacht Club ou à la Marina Athéna, des bateaux locaux. On sait qu'une partie de la population locale voit parfois d'un mauvais œil votre présence sur le plan d'eau. Comment on fait pour apaiser les relations? Nous, on a construit une charte et on arbore un pavillon. Alors ce pavillon, il s'appelle Éco-Océan, et on essaye de dire que les gens qui arborent ce pavillon ont des attitudes responsables envers les gens, envers l'écologie. Évidemment, ils essayent de respecter les mouillages quand ils ne sont pas trop restrictifs. On parle quand même de gens qui font une vingtaine ou une trentaine de jours de navigation pour arriver dans un mouillage où on leur dit vous restez 48 heures mais pas plus. Donc c'est pas des vacances, on va dire. Moi, si je prends mon bateau et que je vais à Raiatea ou à Taha, on va me dire oui, mais là tu peux rester seulement 24 heures sur ce mouillage. C'est pas assez. Et puis il y a des conditions météorologiques qui font qu'on ne peut pas toujours arriver à temps. Alors, il y a un système de réservation, on dirait un hôtel. C'est impossible de se plier à autant de restrictions. Alors bien sûr, il faut discuter, mais c'est un flux qu'on n'arrivera pas à arrêter. C'est pas le détroit d'Ormuz, hein. On ne peut pas dire stop à la plaisance. Merci à Nour Jourdan d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie.
Bien plus qu'un simple divertissement de plateau, les échecs sont à l'honneur. La Fédération internationale et l'ONU célébreront lundi la Journée mondiale de la discipline. L'occasion pour le club JPP Chess School de Tahiti d'ouvrir ses portes au public afin de partager toutes les subtilités de ce jeu et de stratégie. On écoute le directeur du club, Jean-Pierre Queyrou. Donc, on va faire ça dans le cadre du club. Et c'est ouvert, donc je suis là pour répondre aux questions. Questions techniques, oui, si besoin est. Questions aussi sur donc une réflexion plus générale. On est là pour célébrer la portée, à la fois la portée hautement éducative de cette discipline, mais aussi, et je pense que c'est le message le plus important de l'ONU, cette possibilité d'apprendre à vivre ensemble. D'apprendre aussi à respecter les autres, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos ethnies. Eh bien, les échecs sont là pour montrer que finalement, on vit de nos différences parce que nos différences nous enrichissent de ce que chacun nous apporte dans sa compréhension du monde. Cap sur les Raromatei. À Ta'a, la haute saison touristique et le Heiva font le plein en ce mois de vacances scolaires. Une très forte fréquentation sur l'île Vani qui booste directement l'économie locale. Les loueurs de voitures et les restaurants affichent tous complets. Un reportage signé Désiré Taivao et Juliano Tautou. Pour ces dates, j'aurai plus de disponibilité, désolé. Une réponse qui revient régulièrement au bout du fil. Chez ce loueur de voitures, les appels s'enchaînent, mais les véhicules, eux, sont déjà tous sur les routes. Depuis le début du mois, le carnet de réservation affiche complet. C'est la haute saison en ce moment et en plus, il y a le Heiva. Du coup, c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a une forte demande au niveau des locations de voitures. Et franchement, on en profite parce que tout a augmenté. Donc, c'est bien que notre chiffre d'affaires augmente aussi. Le mois de juillet est une des plus importantes périodes de l'année pour ces petites entreprises. Les réservations sont faites aussi bien par des habitants de Ta'a que par des visiteurs venus découvrir l'île. Une clientèle variée qui permet aux loueurs de travailler à plein régime tout au long du mois de juillet. Juillet 2026, c'est un bon mois. On est full depuis juillet, fin juin. Et ça va continuer encore jusqu'à... Ça continue pendant les vacances et ça continuera sur les vacances en France. Donc du coup, ça continuera jusqu'à septembre à peu près. Lorsque la journée s'achève, l'activité se poursuit à Patio. Autour de la place Mainanui, les restaurants accueillent un flot continu de clients les soirs de Heiva. Avant ou après les spectacles, familles, amis et touristes se retrouvent autour d'une table pour prolonger la soirée. On est venu manger ici, tout simplement parce que le prix est abordable et aussi les plats sont très bons. J'ai pris un chambé de sève basique et ma collègue a pris le grand plateau de combo crevettes. Et le prix, c'est abordable? Très abordable, je recommande. Le service est bien, le plat est bien garni et c'est des bons plats qu'on nous sert. Pour les restaurateurs, cette affluence est attendue chaque année. Les cuisines tournent à plein régime, les tables se remplissent rapidement et les équipes enchaînent les services. Une activité soutenue qui profite directement aux gérants des baraques foraines. Oui, ça marche. Hein? La bouffe chez nous, chez les Tahitiens, la bouffe, ça fonctionne. Hein? Restaurant Heiva, ça fait 3 ou 4 ans qu'on en fait. Ça aide beaucoup. Hein? On ne va pas s'enrichir, mais ça aide beaucoup. C'est notre deuxième participation et c'est rentable. Hein? Pas seulement pour nous, en tant que gérants de ce restaurant, même aussi pour les foyers qu'on essaie de prendre. Et en fait, c'est des gens de Patio, de Hamini. Au-delà des festivités, cette période confirme l'importance de la saison pour l'économie de proximité à Ta'a. Direction Fakarava au Tuamotu. Construit en 1957, le phare historique de Topaka fut un temps menacé de destruction. Mais les habitants de l'atoll se sont mobilisés pour préserver ce géant de 14 mètres, découverte avec Jessica Doucet.
Construit en 1957, haut de 14 mètres, il est fait de pierres de corail et de ciment. Un ouvrage dirigé à l'époque par Madame Taoui de Gage, un fait rare. Mais autour de sa construction, certains détails restent flous. Sur les ouvriers qui y ont travaillé, les avis divergent. Ce que je sais, il a été construit par des prisonniers. Ils ont été envoyés ici pour porter la peine, pour construire le phare. C'est à peu près que ça a duré combien et pourquoi ils ont construit ce phare? Non, dans ce cas-là, non, je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas aussi vraiment cherché à savoir. Est-ce que tu connais l'histoire du Topaka? Ce sont des gens d'été qui sont venus avec des travailleurs qui sont venus des Australes, des Rutu. Des gens costauds pour porter... Évidemment, il faut des gens costauds comme les Rutu le sont. Pendant des décennies, le phare a guidé navigateurs et pêcheurs. Aujourd'hui, hors service, remplacé par un équipement plus moderne, il a bien failli disparaître. Situé près de l'aéroport, il était menacé de destruction, mais les habitants se sont mobilisés. Nous, on était plusieurs à être contre, étant donné que, voilà, comme tu le dis, c'est un vestige, ça fait partie d'un vestige de l'atoll. Elle a une histoire, tout d'abord. Et puis, elle fait partie en fait de plusieurs, logos de la commune, par exemple. Oui, on a l'habitude de le voir. Ça fait des années qu'on vient dans les autres atolls, quand ils viennent à Whakaroa, c'est un point de repère. De loin, on le voit. C'est chez nous. C'est chez nous. On voit, ça, c'est Whakaroa. Un symbole modeste, mais profondément ancré dans la mémoire de l'atoll. Il y a eu 3 phares comme ça qui ont été construits. Un ici, un à Niue et à Kauhe. Okay. Les deux de Niue et Kauhe se sont effondrés. Sauvé de justesse, le phare de Topaka reste aujourd'hui l'un des rares témoins du passé maritime de Whakarawa. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Votre soirée sur TNTV. Juste après votre journal, retrouvez le magazine de glisse Waves, suivi du jeu Les Traîtres. Avant votre télé-réalité Et si on se rencontrait. Très bonne soirée à tous et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.